On vous a enseigné l'art de la répartie, l'art de la rhétorique. Il est temps de vous enseigner l'art de ne pas dire. Car oui, il est possible de parler pour ne rien dire. Et les politiques l'ont bien compris. Bonjour. Bonjour Clément Viktorovitch, merci d'être sur le plateau de Bel et Bien. Alors Clément, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes enseignant à Sciences Po et vous avez fait un constat. En politique, la langue de bois est partout. C'est vrai, je fais le même constat que vous. C'est un domaine auquel vous avez consacré votre premier seul en scène qui s'appelle l'art de ne pas dire. Il est actuellement tourné dans toute la France et c'est un texte qui a aussi été publié aux éditions du Seuil dans cet ouvrage du même nom. Alors le pitch, je donne à nos téléspectateurs, vous jouez un communicant trahi, congédié par le nouveau président de la République qui lui doit pourtant la victoire, une éminence grise qui lui a appris à gagner, à débattre en ne disant rien. Donc vous êtes en train de dire qu'on ne gagne pas une élection avec des idées. Alors, on peut gagner une élection avec des idées, en tout cas on le pourrait. Moi c'est un idéal dont je n'ai pas encore fait le deuil, en tout cas je m'y refuse. Mais oui, je constate en effet que depuis bien longtemps déjà dans le débat politique français, c'est davantage, vous l'avez dit, la langue de bois, l'art de maquiller les réalités sous un langage de coton, voire pire, l'art de ne rien dire du tout. En fait on a l'impression maintenant quand on écoute des débats que rien n'est dit. Qu'il n'y a pas de contenu, c'est ça qui est fou, il n'y a pas de fond, quoi. Absolument, et hélas, et c'est ce que je raconte dans ce seul en scène, ça n'est pas qu'une impression, c'est-à-dire que la langue de bois a gagné le langage politique, peu à peu, les mots ont dit de moins en moins de choses, les réalités simples ont été dites de manière de plus en plus complexe et ampoulée, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, des pans entiers de discours, voire des discours dans leur ensemble, ne veulent absolument plus rien dire, ne présentent pas le début du commencement de la moindre idée aux citoyennes et aux citoyens. Alors, dans votre livre, vous faites le constat suivant. En politique, dire ce que l'on veut faire, c'est prendre le risque de déplaire. Voilà pourquoi les hommes et les femmes politiques cherchent à ne rien dire en maniant la langue de bois. Et pour y arriver, les politiques ont recours à diverses techniques pour ne pas répondre à une question embarrassante. Des techniques qui auraient bien été utiles à Jean-François Copé quand il s'est fait piéger sur Europe 1 à la suite d'une question sur le prix d'un pain au chocolat qu'il estimait à 10 ou 15 centimes d'euros. On est bien loin du compte. Et Clément Viktorovitch, on va rester sur cet exemple précis. Comment Jean-François Copé aurait-il pu se sortir de ce traquenard et ne pas répondre à cette question? On voit les différentes techniques que vous énumérez dans votre livre et qui s'affichent à l'écran. Alors oui, en effet, ça c'est le grand classique, bien sûr. La règle d'or, si on peut se le permettre dans ces cas-là, c'est déjà de disqualifier la question et d'en profiter pour humilier tranquillement celui ou celle qui la pose. Donc on va prendre cela par ironie. En tout cas, c'est ce que moi je recommanderais. On commencera en disant « Vraiment ? Monsieur Pujadas, alors nous en sommes là, et puis c'est là où on tire le fil de l'ironie. Je m'y attendais, évidemment, mais je me demandais ce que vous alliez choisir. Ce sont donc les pains au chocolat. Écoutez, ça aurait pu être la baguette de pain, pourquoi pas le paquet de cartes Pokémon, tant qu'on y est. Mais écoutez, c'est passionnant. Je suis sûr que toutes les personnes qui nous écoutent sont ravies de savoir qu'on utilise du temps d'antenne pour des interpellations aussi passionnantes. Et puis ensuite... Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Copé. Non, mais parce que peut-être, et c'est là où justement on tire le fil, on monte en généralité, vous avez raison et je ne vais pas y répondre. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a d'autres questions qui préoccupent les Françaises et les Français. Pourquoi est-ce que ce pain au chocolat est si cher? Comment expliquer qu'il ne cesse d'augmenter? Les gens se souviennent, à l'époque... Oui, on a besoin, monsieur Copé, on a besoin de savoir si vous avez conscience des réalités en fait, que vivent les Français au jour le jour. Vous savez quoi, madame? J'en ai d'autant plus conscience que moi, je n'ai pas oublié le passage du franc à l'euro. Peut-être est-ce votre cas, ça n'est pas le mien. Et je me souviens que les Françaises et les Français qui nous écoutent sur ce plateau, tout le monde le sait, qu'au moment du changement du franc à l'euro, les prix ont augmenté. Le pouvoir d'achat... Oui. Merci, monsieur. Vous ne partirez pas, monsieur Copé, sans m'avoir donné le prix je me fais un allié sur le plateau. Et donc, c'est là où, maintenant que j'ai bien noyé le poisson, je peux reposer la question qui m'intéresse. Donc, vous voyez, madame, moi, c'est ces choses-là qui m'intéressent. Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français? Comment lutter contre l'inflation? Comment faire pour que chacune en France puisse offrir des pains au chocolat à leurs gosses? Voilà les questions que vous auriez pu me poser. Eh bien, figurez-vous que sur ces enjeux-là, j'ai des propositions à avancer. Non, moi, je trouve ça génial, c'est le baron noir.
On continue à passer en revue les méthodes utilisées par les politiques pour donc ne rien dire. Voilà. Parmi eux, utiliser des concepts mobilisateurs comme celui de la justice sociale. Absolument. Ce qui est fabuleux avec la justice sociale, c'est que je pense qu'autour de ce plateau, on est absolument toutes et tous pour. Et les personnes qui nous écoutent, les téléspectateurs, téléspectatrices, sans doute se rendront compte que tout le monde, ils et elles, sont aussi pour la justice sociale. C'est ce qu'on appelle un concept mobilisateur. C'est-à-dire que c'est très jolis mots, très ampoulés, qui parlent à tout le monde, mais qui veulent dire quelque chose de différent pour chacun. Et donc, on peut comme ça utiliser des mots qui vont nous permettre de mettre tout le monde d'accord, parce que tout le monde entendra quelque chose de différent. Pour certains, certaines, si je dis « il est temps », Madame, il est temps de rétablir la justice sociale pour réaliser enfin l'idéal émancipateur qui est celui de la République. Bon, là, tout le monde est d'accord, mais justice sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire donner plus à ceux qui ont moins? Est-ce que ça veut dire donner plus à ceux qui font plus d'efforts? Est-ce que ça veut dire donner plus à ceux qui sont français? Vous voyez bien que là, il y a 3 programmes politiques très différents. Eh bien, tout le monde se retrouvera derrière mon discours. En fait, j'ai utilisé des mots qui sont tout à fait élégants, gentillets, qui parlent à tout le monde, mais qui n'ont absolument rien dit de ce que moi je pensais, la justice sociale, l'émancipation, la liberté créatrice, la bienveillance. Enfin, on peut les enfiler comme les perles sur un collier et ça donne un discours politique tout entier. Nouvelle méthode utilisée par les politiques pour ne pas déplaire et qu'on peut également appliquer au quotidien, c'est l'euphémisation. Évacuer un à un les concepts les plus fâcheux pour les remplacer par des équivalents anodins. Oui, absolument. Et ça, en fait, tout le monde peut se rendre compte que c'est ce que l'on vit depuis longtemps déjà. L'euphémisation, c'est le cœur même de ce qu'on a appelé pendant très longtemps la langue de bois. Certaines qui nous écoutent, les plus anciens, se souviennent peut-être qu'à l'époque, on osait un mot qui était un mot absolument odieux, que plus personne n'oserait dire aujourd'hui. On disait « plan de licenciement ». Et puis au bout d'un moment, les gens ont compris que quand on parlait de plan de licenciement, ça sentait généralement mauvais. Et donc, tout d'un coup, on a commencé à parler de plan social, qui sont en réalité des plans antisociaux, puisque le plan de licenciement renvoie un grand nombre de personnes au chômage. Bon, maintenant, c'était devenu des plans sociaux. Et puis ça, c'est pareil, au bout d'un moment, les gens comprennent l'arnaque, ils disent « plans sociaux, ça sent mauvais pour mon emploi ». Et donc, dernière innovation, on parle désormais de plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui est quand même la plus cinglante des ironies, puisque plan de sauvegarde de l'emploi pour des décisions qui envoient des gens au chômage. Ça, c'est de l'euphémisation. Et en réalité, on se rend compte que dans le discours politique, tout le discours politique est tissé aujourd'hui de ces euphémisations. Par exemple, plus personne ne parle de couper dans les services publics. Tout le monde se rend compte que couper dans les services publics, ça veut dire moins d'écoles, ou du moins de professeurs dans les écoles, des hôpitaux qui fonctionneront moins bien, des infirmières et des infirmiers qui devront s'occuper toujours de plus de patients. Bon, tout le monde voit bien que couper dans les services publics, c'est plutôt négatif pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc on va dire, mesdames, messieurs, il est temps de débureaucratiser la France. Je mets au défi quiconque d'être en désaccord avec la débureaucratisation. Sauf que derrière, on voit que c'est exactement la même chose. C'est toujours coupé dans les dépenses sociales ou les dépenses de services publics. Clément Viktorovitch, même si ces méthodes pour ne rien dire sont encore utilisées en politique, on a l'impression qu'elles sont devenues caduques avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump quand même aux États-Unis, de Jair Bolsonaro au Brésil, de Javier Milei en Argentine ou encore de Giorgia Meloni en Italie. En déplaisant et en contredisant la vérité, ces politiques, ils ont réussi à se faire élire. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que là, pour le coup, on est très très loin de la langue de bois. Est-ce que c'est parce qu'il y a un ras-le-bol justement de se rien dire? En effet, vous avez raison de situer ça avec Donald Trump. Lors du premier mandat de Trump, 4 ans, donc, le Washington Post a répertorié plus de 30 000 mensonges et approximations, plusieurs dizaines par jour dans la bouche du locataire de la Maison-Blanche. Et hélas, les autres personnes que vous ébauchez ont utilisé les mêmes stratégies. Et je le dis encore une fois à regret, on a observé cela en France aussi, où plusieurs partis politiques et le gouvernement lui-même n'ont pas hésité à contredire le réel les yeux dans les yeux, à énoncer tellement de mensonges et de fausses informations qu'au bout du compte, les citoyennes et les citoyens acceptent une forme d'indifférence au vrai et au faux. Les individus ne se soucient plus de savoir si ce qu'on leur dit est vrai ou faux. Ils se contentent simplement de se demander si ça leur plaît. Je vous donnerai simplement un exemple, mais je pourrais en énumérer un grand nombre. En 2019, Emmanuel Macron reçoit les élus d'outre-mer et il est interpellé sur le chlordécone, ce pesticide qui a fait des ravages dans les Antilles. Et il a cette phrase que je cite très exactement, il dit « Il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène parce que ça agite les peurs et que c'est pas vrai ». Fin de citation. Il est immédiatement démenti par
tous les médecins spécialistes de la question. 3 jours plus tard, 3 jours, communiqué de presse de l'Élysée, je le cite à nouveau exactement, le président de la République n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. Fin de citation. Là, on voit que c'est une contradiction. C'est plus du mensonge. C'est plus de la langue de bois, c'est une contradiction du réel, les yeux dans les yeux. Et ça, c'est ce qui nous fait basculer dans l'ère de la post-vérité, des mensonges de cet ordre ou des contre-vérités. J'en ai répertorié une 50aine sur les 7 dernières années dans le livre issu de la pièce. Et selon moi, ça, c'est très grave, parce que le moment où le réel n'a plus d'importance, c'est le moment où on ne peut plus du tout débattre de politique. Si le débat public n'est plus possible, c'est notre démocratie elle-même qui est en danger. Et c'est le cœur de la pièce, c'est ce dont j'avais à cœur de venir parler sur scène. Ça se sent. Merci beaucoup Clément Viktorovitch d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, L'art de ne pas dire, publié aux éditions du Seuil, chronique d'un saccage du langage aux éditions du Seuil, un ouvrage passionnant que nous recommandons à tout le monde.